Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur C8 et bienvenue dans votre émission littéraire du soir, Voyage au bout de la nuit. Nous sommes en train de faire la lecture des Déracinés de Maurice Barrès, un roman publié en 1897, plus ou moins autobiographique, qui fait partie de la trilogie du roman, excusez-moi, j'ai toujours une absence à chaque fois, du roman de l'énergie nationale. Voilà, donc premier roman, Les Déracinés, le deuxième roman paru en 1900 s'intitule L'appel aux soldats, et troisième roman de cette trilogie, Leur figure, paru en 1902, donc écrit par cet homme politique, ce journaliste et cet auteur français, Maurice Barrès. Reprenons tout de suite notre lecture. Comme je vous le disais, nous avons entamé le chapitre 2 de ce roman. Vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire en utilisant le hashtag VBN. Maintenant, vous savez tout. On repart en voyage? Belle lecture, les amis. Voilà un homme. J'aime sa figure honnête de vieux jardinier. Il a gagné sa vie et fait sa fortune dans l'agriculture, et aussi en exploitant les marais salants. Il donne au pays une flore et par là une physionomie particulière. En automne, les 1000 petits canaux qui strient la région se couvrent d'une végétation éclatante, lilas. Dans ce canton, à l'écart de la vie moderne, cet aïeul habite la petite ville de Noménie. Un de ses fils est mort commandant aux colonies. Un autre, sorti de l'école forestière de Nancy, occupe une bonne place. Le troisième, qui est le père du jeune Maurice, n'a jamais pu habiter dans les villes. Il n'y respirait pas. Il s'occupe aux champs. D'accord. Avec l'aïeul dont l'autorité est souveraine, il voit avec plaisir que son fils sera médecin. Ils savent que le docteur Romerge Pacher, installé à Noménie, sera sans conteste l'homme important du canton. Pourquoi donc le jeune homme s'acharne-t-il à leur affirmer qu'on ne peut pas faire, hors de Paris, d'études médicales sérieuses? Françoise Turel passe les vacances auprès de sa mère, dans leur maison de famille, à Neufchâteau, dans les Vosges. Il a peu connu son père, qui est mort de rhumatisme pris aux affûts de la nuit. Celui-ci n'avait souci que de ses chiens, de son fusil et de son gibier. Il y a dans nos pays de Lorraine une race de vieux chasseurs, d'hommes terribles, bien malades déjà, et ne pouvant plus sortir, et il disait à son domestique : « Victor, va faire gueuler les chiens !» Victor, plusieurs fois de jour et de nuit, les fouillait, pour que le maître, dans ses douleurs, s'enivrât l'imagination d'une belle chasse. De tels traits choquaient sa très jeune femme, dont les délicatesses se retrouvent dans François. Le jeune garçon s'est péniblement plié à l'internat. Longtemps, les cris de ses camarades remplirent pour lui l'univers d'épouvante. Il les craignait et il les méprisa pendant des années. Et sitôt seul, il pleurait. C'est une grande peine pour un petit enfant qui a l'âme simple de n'embrasser personne avant de se coucher. Quand cette habitude est perdue dans une dure nécessité, quelque chose se dessèche dans le cœur et il demeure pour toute la vie méfiant et peu communicatif. Françoise Turel aurait, d'après des vieilles gens, hérité sa vivacité et son originalité de sa grand-mère paternelle. Celle-ci, ayant placé au collège de Nancy son fils unique, lui dit aux vacances, en regardant ses livres de classe : « Non, mon garçon, tout cela est trop bête. Tu ne retourneras pas au collège. » Et c'est ainsi qu'il ne fut qu'un chasseur. En dépit de cette appréciation un peu brusque de l'enseignement universitaire, c'était une femme de tête. On peut en juger par deux de ses sœurs, qui, veuves l'une et l'autre, vivent encore en 1880 à Neufchâteau. Ce sont des vieilles dames de 80 ans et 90 ans. On ne peut pas dire que Turel apprenne d'elles des histoires.
des histoires intéressantes. Elles n'ont pas assez vu les choses modernes pour distinguer parmi les anciennes ce qui nous semblerait particulier. Mais elles sont elles-mêmes les mœurs anciennes. Par ses bonnes parentes, il prend contact avec la province, avec sa race, avec un genre de vie qui, si Bouteiller n'avait pas passé sur son âme, devrait, entre tous les usages qu'il y a de par le monde, lui paraître le plus naturel. Leur façon de se garder contre le froid, de soigner les maladies, de fêter certaines dates, leur cuisine aussi et leur vocabulaire contentent le tempérament de Sturel. Elles ne sont pas dévotes, à peine pratiquantes. Nées sous la Révolution, elles ont été baptisées longtemps après le Concordat. Elles censurent volontiers le curé, mais elles n'imaginent pas qu'à moins d'être juifs ou d'Allemagne, on puisse n'être pas catholique. L'Église et la cure étant la seule chose publique où la femme puisse intervenir, leur besoin de domination s'y satisfait. Elles avaient toujours pour leur petit-neveu, quand il était tout jeune, quelques cadeaux, une pomme ridée, de grosses prunes. Elle lui disait « Tu retournes encore à ton collège, mon garçon ? Ah, tout ce qu'on apprend maintenant. Ne te fatigue pas trop, surtout. » Aujourd'hui, elle blâme Sturel, qui, de Neufchâteau, même, pouvait faire son droit, puis acheter la meilleure étude de la ville, vivre heureux parmi les amis de son père, et qui veut aller à Paris. Il est soutenu par sa mère, légèrement opprimé jadis par sa belle-mère, encore maintenant par les vieilles dames. Elle vit dans l'intimité des pensées de son fils. Elle étouffe un peu dans cette maison qu'habite depuis 100 ans la famille de Sturel. Les vieilles mœurs se maintiennent mieux dans les vieux murs. Mais pour une jeune femme si jolie, de délicatesse élégante, comme il était pénible de n'avoir pas de salon. Qui ne la plaindra, sachant que jusqu'à la guerre, on avait gardé l'habitude de veiller à la cuisine autour de l'âtre? Enfin, elle obtint de transformer la maison. Le souvenir des batailles qu'elle dut à cette occasion livrer contre ses tantes l'incline à juger raisonnable son cher fils, qui se plaint de la médiocrité de Neufchâteau. Pourtant, à ce maintien des traditions particuliaristes, François doit sa partie forte et saine. Et dans la vieille demeure des Sturel, il n'y avait rien de beau, soit, mais non plus rien de laid. La parfaite appropriation des pièces et du mobilier à l'usage quotidien donnait à l'ensemble un certain style. On n'y distinguait nulle trace de ces élégances mesquines et maladroites, de ces prétentions qui risquent de donner à de très honnêtes provinciaux des allures de déclassés, et qui ne sont touchantes qu'interprétées comme un effort pour se hausser, pour échapper à un passé dont la jeune Madame Sturel n'a plus le sens, et ainsi échapper à la mort. Suré-le-Fort et Galant de Saint-Flin sont du Barrois. Une partie de ce plateau, le Barrois mouvant, ne fut réuni à la France qu'avec la Lorraine en 1766. Bien que voisins, les deux camarades ne se visitent jamais à cause des distances sociales de leur famille. Suré-le-Fort habite Bar-le-Duc. Cette jolie capitale lui parle peu. Et pourtant, qu'elles sont particulières, ces maisons de la ville haute. Surtout vers l'heure où le soir tombant ramène chacun lassé sous son toit. Les hommes, les femmes font préparer la vie de l'avenir, puis dormir, perdre la mémoire. Mais les maisons demeurées seules, à travers la rue solitaire, reprennent leur dialogue significatif. Nul ne l'entend plus. Voilà ce qui explique le délaissement, dans l'église Saint-Étienne, d'un des plus beaux morceaux de la sculpture française. Elle va s'émietter, l'œuvre tragique de Ligier Richer, impressionnée pauvrement sous un grillage qui la défigure sans la protéger. René de Chalon, prince d'Orange, ayant été tué à la guerre, Louise de Lorraine, sa femme, pour attester la force de son amour, le fit représenter en squelette par notre grand Lorrain Ligier Richer. C'est en marbre blanc un corps debout, à moitié décomposé, mais qui, de sa main, soutient un élève encore son cœur, soutient, élève encore, et pas un élève, n'importe quoi, Célia,
Excusez-moi, je rajoute 2 mots comme ça, voilà. C'est mon esprit créatif. Excusez-moi, je vais reprendre le début de la phrase pour que ce soit plus clair. C'est en marbre blanc, un corps debout, à moitié décompensé. Je vais y arriver, hein? Je récapitule. C'est en marbre blanc, un corps debout, à moitié décomposé, mais qui de sa main soutient, élève encore son cœur de pourriture, prisonnier d'un cœur de vermeil. Qu'il est jeune, élégant, ce cadavre défait, avec ses reins cambrés et tout le souvenir de son aimable énergie, en dépit de ses jambes, dont les chairs dégoûtent et de sa poitrine à jour, dans cette tête pareille au crâne qu'Hamlet reçoit du fossoyeur, sa femme amoureuse aime encore le souvenir du clair regard. Louise de Lorraine, sous la terre, et telle que le ver dans le lambeau le fit, voit son ami désespéré lui tendre son cœur pour qu'elle le sauve des lois de la mort. Chez les Suret-le-Fort, dans l'humble logement de la ville haute qu'il occupe, pour 600 francs par an, au premier étage d'une exquise maison du XVIe siècle, un logis de la vieille France qui vaut un voyage à Bar et que les Suret-le-Fort n'ont pas une seule fois apprécié. Nul n'a souci d'archéologie. On est tout à la terrible querelle du père de famille avec le président du tribunal, si vigoureuse et ingénieuse que fut l'intelligence de Monsieur Suret-le-Fort. Il devait se briser contre un magistrat. Les propos du procureur, confirmés par l'attitude du parquet nancéen, reléguèrent au rang de courtier véreux cet homme d'affaires qui, pendant un instant, avait dominé Bar. Convaincu, à force de démontrer qu'on se vengeait pour ses indignités de ses opinions conservatrices, il éleva son fils dans la haine des opportunistes. Peu à peu, il vit les réactionnaires eux-mêmes se ranger, comme c'était fatal avec la magistrature. Maintenant, il ne rêve plus que d'envoyer Georges à Paris, où l'on échappe aux petits esprits et à la tyrannie de la province. Ce qu'il y a d'étonnant chez Georges Suret-le-Fort, c'est qu'il termine toutes ses phrases. Cette qualité se rencontre assez fréquemment chez de jeunes Parisiens. À 18 ans, chez un collégien de l'Est, elle est rare. Oui, ce grand garçon aux cheveux châtains, de bonnes manières, d'intelligence précise, va jusqu'au bout de ses périodes, toujours et avec un rare aplomb. Élancé, un peu raide, et pourtant agréable par un joli air de bête de proie, il semble frêle, mais à bien l'examiner, il a les bras énormes. La ville d'Oudinot, le maréchal, aux 34 blessures, et du maréchal Excelmans, le cavalier épique, a surtout produit des soldats. Une salle du musée est pleine de leurs produits. Souvent, faut-il le dire, des figures tristes et résignées de fonctionnaires. Suret-le-Fort est autrement combatif et vaillant que la plupart de ses militaires. D'ailleurs, pour un jeune homme qui veut agir, que propose aujourd'hui l'armée? Ce volontariat terminé, il courra au vrai champ de bataille. Les habitués du Café des Oiseaux n'admettent pas les mérites qu'ils envoient à Paris, mais ceux qui leur en viennent. Henri Galland de Saint-Flin habite à mi-chemin de Bar-le-Duc et de Verdun, en pleine campagne, près du village des Varennes, en Meuse, dans la Meuse, et dans un monde de grands propriétaires terriens. On y évoque les souvenirs de l'ancienne autonomie, et si personne ne le regrette expressément, car tout Lorrain est français sans restriction, ce qu'il peut en rester des vestiges est soigné avec complaisance. Autant que Suret-le-Fort, pourtant, Henri ignore l'archéologie et les thèses de Bouteiller pour longtemps l'en dégoûteront. Autant que Suret-le-Fort, pourtant, Henri ignore l'archéologie et les thèses de Bouteiller pour longtemps l'en dégoûteront. Mais il sent la nature, la variété des saisons, la vie des plantes, comme ferait un homme de 40 ans après des déceptions. Cet adolescent, qu'il ne faut pas railler,
est doué d'une sensibilité telle que les bois et les jeux des nuages sur le soleil le font pleurer. Il compose des vers lamartiniens. Cela est convenable qu'il soit né dans les bois de l'Argonne, qui prolongent la forêt des Ardennes, aimée par Shakespeare. Il a autour de l'âme tous les brouillards du matin, et autour d'une figure mal soignée, mais charmante de sincérité, des cheveux tombants d'un blond pâle. C'est un enfant d'une parfaite bonté et d'une grande pureté morale. Ses jolies vertus, poussées à ce degré, risqueraient d'en faire un naïf. Sa grand-mère, pour y remédier, l'avait mis au lycée. Maintenant, elle juge Paris nécessaire. Pour des hommes d'action, Henri Galland de Saint-Flin serait négligeable parce qu'il n'est pas encore né. Le cordon ombilical qui le relie au milieu, qui l'enfanta, n'est pas encore coupé. Décrire sa vie, tout intérieure, c'est décrire son pays qui seul l'anime. Saint-Flin, où il habite avec sa grand-mère paternelle, est un château et une ferme à quelques centaines de mètres de Varennes. Selon un usage assez fréquent, et que l'opinion lentement ratifie, le grand-père d'Henri, M. Galland, d'une bonne famille de propriétaires et allié par son mariage aux meilleures maisons du Barrois, a pris le nom de la terre. C'est lui qui, au début du siècle et venant de Saint-Mihiel, a reconstruit le château. Tout alentour du beau parc, planté surtout de vieux tulipiers et de peupliers noirs, s'étendent les magnifiques forêts où chaque hiver on tue le plus loup en France. On tue le plus de loups en France, pardon. Le souvenir de Louis XVI, fuyant vers la frontière, domine le pays. Le fameux Drouet, le reconnu à Sainte-Méhould, le fameux Drouet, le reconnu à Sainte-Méhould, pris au court par les bois, fit 20 kilomètres tandis que l'équipage royal en parcourait 28 et arriva au bas de la côte de Varennes, dans la principale rue, vers les 11 heures de nuit. « Êtes-vous des patriotes ?» dit-il en entrant au café qui aujourd'hui est une épicerie-librairie dans la rue de la Basse-Cour. Il convaincut 4 jeunes gens de lui prêter main forte, barra un pont et réveilla le procureur de la commune. Celui-ci, homme timide, d'opinion constitutionnelle, pour solution, eut trouvé de dormir. Mais Drouet envoya le petit garçon de ce magistrat crier dans les rues « Au feu ! Au feu !» Et enfin, accostant la voiture qui survenait, il força de son autorité, et malgré des papiers en règle, les personnes royales à suspendre leur voyage. Par ses émissaires et au son du tocsin, qui se propageait au loin tous les clochers, donc par ses émissaires et au son du tosquin que propageaient au loin tous les clochers, des milliers de paysans s'ameutaient. Leurs fourches décidèrent du tout. Par son caractère, tout un jour, et devant un Bourbon couronné, ce rustre de Drouet fut donc le chef, le dominateur. Dans la suite, tantôt divinisé, tantôt précipité dans le mépris, après une notoriété immense, il dut disparaître sous un faux nom. Les personnages locaux de ce drame moururent tous de mortes violentes. De mortes violettes. Vous connaissez ce genre de morte, la mort violette? Je dis n'importe quoi. Voilà, hein, elles sont toutes mortes. Voilà, les personnages locaux de ce drame moururent tous de morts violentes. Leurs enfants habitent encore dans la région et ces grands souvenirs continuent de s'agiter violemment autour d'eux. Un descendant de Drouet, Monsieur Fleurissel, fermier à Maffrecourt, venait de solliciter et d'obtenir l'autorisation de relever le nom. À Saint-Flin, on le blâmait. À Varennes, on le louait. L'imagination d'Henri de Saint-Flin, au milieu de ces contradictions passionnées, se formait, à son insu, pour la philosophie de l'histoire. On a dit justement que la calèche royale fut, à Varennes, le corbillard de la monarchie. L'acte de Drouet, qui n'a pas épuisé ses conséquences historiques, agit aujourd'hui encore sur des destinées particulières.
L'infériorité, l'avilissement, pour tout dire, où Drouet, le 22 juin 1791, a réduit le roi et dont la vieille Madame Galland de Saint-Flin garde la tradition locale, deviennent jamais monarchiques. Secrètement, à Louis XVI, qui voyageait sous un nom de domestique, qui par ses absurdes lenteurs et par son équipage trop lourd se laissa prendre, qui, à une proposition de forcer le passage, répondit « Me garantissez-vous qu'une balle n'attendra pas ma femme ou mes enfants ?» qui, pour gagner un moment et permettre à Bouillé de le dégager, fit semblant de dormir. Saint-Flin préfère les ducs de Bar et le vieux temps où il semble que les grands propriétaires dominaient dans le pays. Dans la cour du musée de Bar-le-Duc, sans gloire, sans convenance, la poussière des ducs de Bar gît, mal protégée de la pluie, du vent, par une mauvaise vitre. Auprès de ce résidu est couché, également sous vitre, un squelette romain. La pluie détachant une brique archéologique mal suspendue, le Romain en eut le crâne fracassé et mêlé de verre pilé, peu importe qu'il en arrive de même au duc de Bar l'hiver prochain. Déjà, ces puissants seigneurs ne sont plus que 20 poignées de poussière. Le système des idées auxquelles, par les traditions et les mœurs de son monde, Saint-Flin demeure disposé, est lui aussi émietté et délaissé de tous. C'est un ensemble désorganisé que ne savent plus décrire ceux qui lui gardent de la complaisance. Plutôt qu'un système vivant, c'est une poussière attestant la politique féodale qui attachait l'homme au sol et le tournait à chercher sa loi et ses destinées dans les conditions de son lieu de naissance. Henri de Saint-Flin n'a pas une conscience nette de ses principes terriens qui le placerait en contradiction avec la doctrine de Bouteiller. Il n'oserait renier le maître qui, pendant une année, l'enthousiasma. Mais aujourd'hui, ses sens impressionnables le livrent tout au bois, aux prairies, aux saisons. Et les bois, les prairies, les saisons créent les conditions suffisantes que pour quelque chose des doctrines féodales redeviennent sa vérité propre. Avant qu'un rocado de Custine, en Meurthe-et-Moselle, vint s'asseoir sur les bancs d'un lycée et auprès d'Henri de Saint-Flin, il a fallu d'immenses bouleversements. On a tort de croire que, dès le siècle dernier, la liberté civile était établie d'une façon générale dans les provinces. En 1782, le grand-père d'Honoré Racado naquit Serre à Custine, dans une seigneurie ecclésiastique et sert de la plus dure catégorie par servitude personnelle découlant d'une servitude héréditaire de l'homme vis-à-vis du Seigneur. Les serfs de cette espèce sont si sujets à leur Seigneur que celui-ci peut prendre tout ce qu'ils ont, à leur mort ou durant leur vie, et leur corps tenir en prison toutes les fois qu'il lui plaît, soit à tort, soit à droit. Le 4 août 1789, l'Assemblée nationale porta un coup décisif à ce genre de propriété et l'abolit sans indemnité. Le grand-père d'Honoré Racado avait 7 ans. Son âme se développa résignée et tremblante. Ainsi, Honoré est probablement le descendant des esclaves du monde romain. Il est possible que sa race soit tombée en servage plus récemment et par le jeu naturel des forces. Mais de toute façon, c'est bien le type de l'esclavage rural que perpétue cet énergique et disgracié garçon à la figure sournoise. Suis-je dupe de mon imagination, émue par le renseignement ? Après avoir connu des archives de Custine, la saisissante et indiscutable vérité, je reconnais dans Honoré l'affranchi, aussi gêné sous sa tunique de lycéen que dans les barbares de Mérovée, sous la chlamyde romaine. Au lycée, il travailla lourdement, sans la réussite que son effort eût mérité. Il a comme une barre en travers du front,
qu'on retrouve dans son regard. Et s'il parle, tous les jeux de sa physionomie annoncent sa violence. Des colères toutes prêtes, sans flamme généreuse. À 19 ans, il en paraît 25. C'est un bourru qui ne sait pas plaire. Les femmes pourtant, mais pas des plus jeunes, le distinguaient. Voilà, je vous propose de faire une petite pause dans notre lecture, mais on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de la lecture des Déracinés de Maurice Barrès. Bonne nuit à tous, à plus tard. Salut.